Bonjour, je suis très heureux et honoré de recevoir aujourd'hui un ancien Premier ministre du Gabon, Billy Binzé, qui a non seulement été Premier ministre, mais qui a exercé de très hautes fonctions au sein du gouvernement gabonais et dans d'autres organismes. Il a été syndicaliste, il a été très actif en politique. C'est en quelque sorte l'observateur idéal de la situation au Gabon aujourd'hui. Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Télésud. Alors, je vais commencer d'une façon peut-être pas très ordinaire en vous demandant une précision sur votre généalogie, parce que votre nom n'est pas commun, ou peut-être moins commun que d'autres. Billy Binzé, comment explique-t-on ce nom? D'accord, mais... C'est un trois mots, hein, et votre prénom en plus. C'est ça, c'est un nom gabonais, en l'occurrence Fang du Gabon. C'est Billy, fils de Nzé, parce que dans l'organisation de notre pays et de nos us et coutumes, l'enfant est attaché à son père, à son géniteur, à son père. Et donc c'est Billy, fils de Nzé. Et Billy, Binzé, parce qu'il peut y avoir plusieurs Billy, Billy Bindong, Billy Bimba, mais on associe au nom du père, et c'est de là qu'arrive la généalogie. Billy, fils de Nzé, fils d'Ayong, fils de Minko, et on remonte donc la généalogie. C'est cela. Et les Fang sont toujours considérés comme une partie puissante du peuple gabonais, d'influence. Disons que c'est un groupe qui est effectivement assez important par la démographie, mais aussi qui est très actif au niveau culturel, associatif, économique, politique et syndical ces dernières années. Mais le Gabon a la chance de ne pas bâtir sa stratégie politique sur les spécificités ethniques, ce qui fait qu'on s'organise pour faire nation, tout en n'excluant pas la qualité que les uns et les autres peuvent avoir en tant que ressortissants d'une ethnie. Alors quel est votre point de vue, en tant qu'observateur de près et de loin, de la situation actuelle du Gabon? Il y a eu un coup d'État, un peu comme le coup d'État du président Macron, qui a dissous la plupart des institutions. Dans votre pays, un coup d'État, c'est donc un général qui faisait partie du premier cercle du président qui a pris le pouvoir et qui a décidé de mettre de l'ordre dans le pays. Alors fallait-il mettre de l'ordre? Comment les choses se passent-elles? Écoutez, nous sommes rentrés depuis le 30 août 2023 dans une transition qui est donc dirigée par les militaires avec à leur tête le général Oligui Nguema. C'est un coup d'État qui est intervenu à l'issue d'un processus électoral qui a été jugé non conforme par les militaires. Et c'est un coup d'État qui a été salué par les populations gabonaises. C'est un constat que je fais. Comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises, je suis personnellement contre la prise de pouvoir par la force. Je suis contre la gestion d'un État par des militaires. La place des militaires, c'est dans des casernes, ce n'est pas à gérer un État. Ils ont à gérer la sécurité d'un pays. Et lorsque cela se passe mal, ils peuvent effectivement réorganiser les institutions, mais pour un temps, mais pas pour s'installer au pouvoir. Et de chercher à s'installer n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Pour autant, je considère que la transition est une occasion pour notre pays de se remettre sur les bons rails, de réfléchir sur les erreurs passées, parce qu'il y a eu des erreurs passées. S'il y a eu un coup d'État, c'est quand même qu'il y a eu des erreurs. Et un coup d'État est toujours le signe d'un échec, qu'on le veuille ou pas. Donc de regarder les questions de démocratie, les questions de droits de l'homme, les questions de développement, les questions économiques et sociales, infrastructures. Il y a beaucoup de retard qui ne se justifie pas. Le Gabon dispose de ressources importantes. Et s'il y a eu autant de retard, c'est que quelque part, il y a eu des erreurs de gestion, il y a eu des erreurs de gouvernance qu'il faut interroger à froid. Je déplore qu'on soit passé à côté de cet examen de fond pour rapidement tomber à pieds joints dans une forme de réorganisation pour se maintenir au pouvoir. Je le déplore. Je le déplore d'autant plus qu'il n'y a pas d'urgence aujourd'hui, en réalité, à chercher à dessiner un portrait robot de qui sera président de la République. L'urgent aujourd'hui, c'est de se poser les bonnes questions sur notre pays. 2 millions d'habitants, 2,5 millions d'habitants, avec un PIB parmi les plus élevés d'Afrique, et des retards considérables de développement. Il faut interroger le modèle de gestion,
de gouvernance, mais aussi modèle économique. Ça fait 60 ans que le Gabon vit principalement de trois richesses, le pétrole, le manganèse, le bois. Nous n'avons pas suffisamment diversifié notre économie. Ce sont de vrais enjeux. Et lorsqu'on n'interroge pas les vrais enjeux, les solutions ne peuvent pas être bonnes. Et dans quelle direction pourriez-vous diversifier votre économie? Parce que les ressources naturelles, c'est le pilier, enfin ce sont les trois piliers de vos ressources. À quoi pensez-vous? Vous savez, tous les rapports qui sont aujourd'hui édités sur le Gabon, aussi bien par les organismes internationaux, FMI, Banque mondiale, que certains autres partenaires, pointent la très faible diversification de l'économie. Nous sommes producteurs de matières premières brutes et exportateurs de matières premières brutes. Une des décisions importantes du président Ali Bongo, ça a été de commencer à transformer une partie le bois notamment, mais ça a permis de débuter une industrialisation qui malheureusement est freinée par le manque d'infrastructures, infrastructures routières, infrastructures énergétiques. Donc ce sont des vrais enjeux de développement. Il faut également investir dans l'agriculture. Le Gabon est exportateur de tout ce que nous consommons, mais nous avons des terres importantes. C'est vrai, nous avons une faiblesse démographique, mais il faut pouvoir se lancer dans l'agriculture et mécaniser l'agriculture pour pouvoir produire ce que nous consommons. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de nourrir notre population par notre propre production, et cela obère nos ressources parce qu'il faut importer du poulet, parfois de Brésil, de la viande d'Argentine et même d'Australie. Alors ce n'est pas possible de continuer ainsi. Et tous ces enjeux, malheureusement, n'ont pas fait l'objet d'une vraie analyse lors du dialogue qui s'est tenu au Gabon. Quand vous avez été Premier ministre, vous avez été sans doute trop brièvement au pouvoir pour opérer de grands changements, ou alors qu'est-ce qui vous a freiné dans la voie du changement, justement? Disons que j'ai été Premier ministre dans une période où on préparait les élections. J'ai quasiment été un Premier ministre qui conduisait un gouvernement pour les élections. Mais les réformes structurelles de l'économie avaient débuté. Et j'avais présenté devant l'Assemblée nationale mon programme de politique générale qui intégrait naturellement des réformes plus importantes, plus audacieuses de notre économie. Mais également la réorganisation de nos partenariats. Je considère par exemple que la France est un partenaire important pour le Gabon. Mais je considère également que la France n'est pas suffisamment présente dans nos efforts de diversification de l'économie. La France est présente dans le manganèse, dans le pétrole, mais pour ce qui est du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, des PME, il y a très peu d'entreprises françaises présentes au Gabon. Je considère également qu'il faut essayer de rééquilibrer ce partenariat parce que autant le président Ali Bongo a permis de faire en sorte que la part du Gabon au capital de Comilog atteint aujourd'hui 28%. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que les 28%, mais il faut aussi amener Eramet à investir davantage au Gabon parce que malheureusement, le manganèse sort, mais il y a très peu d'investissements conséquents dans notre pays. Et il y a aussi un autre aspect de la question à étudier. C'est pour ça que je voudrais vous poser la question de l'éducation. Est-ce que l'éducation nationale au Gabon produit suffisamment de personnel qualifié? Met sur le marché de l'emploi chaque année suffisamment de gens compétents? Cela fait partie des réformes de fond qu'il faut adopter. Il y a des problèmes importants en matière d'éducation, des problèmes de qualité des infrastructures. Il y a un effort qui a commencé à être fait par le président Ali Bongo. Espérons que cela va se poursuivre. Un effort sur la formation des formateurs, mais il faut un effort de réorganisation de la formation pour l'adapter à nos besoins. Malheureusement, et dans le dernier rapport du FMI, la faiblesse de la qualification des ressources humaines est un vrai facteur c'est un vrai risque pour notre pays et cela ne permet pas aux industriels et aux chefs d'entreprise d'avoir sur place des ressources humaines suffisantes. Il faut donc réfléchir, mais ça fait des années que cela dure, cette réflexion-là. Et le président Ali Bongo a organisé, a lancé la construction et finalisé la construction de centres de formation professionnelle. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des centres importants qui ont été construits à Franceville, à Port-Gentil, à Libreville. Il y en a 4 ou 5 au total, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que nos universités forment davantage dans les domaines spécifiques dont notre pays a besoin. Nous avons hérité d'un système de formation un peu de la coloniale. On forme davantage des administratifs, des personnels de bureau, que des personnels qui sont techniques et qualifiés sur le terrain. Et si on veut demain, effectivement, pouvoir diversifier l'économie, il faut qu'il y ait des ressources humaines adaptées à nos besoins.
Alors vous avez parlé des relations franco-gabonaises. Comment les jugez-vous en ce moment? Y a-t-il des changements prévus? La base militaire française, son existence n'est pas remise en question. Et les rapports étaient, je crois, assez étroits entre... Les rapports sont étroits. Ce que je pense, moi, et que nous avions commencé à faire, c'est de ne pas être marié à la monogamie avec la France. C'est de pouvoir essayer de s'ouvrir à d'autres partenariats, parce que la France elle-même n'est pas monogame en Afrique. Et donc, il faut s'ouvrir à d'autres partenariats. Lorsqu'on voit le président Macron aller au Nigeria, c'est parce qu'il recherche des opportunités pour les entreprises françaises. Il y a eu un forum d'affaires entre le Gabon et la France, et je peux déplorer qu'il n'y a eu des marchés que pour les entreprises françaises. Mais aucune entreprise gabonaise n'a obtenu un marché en France. Et c'est cela qu'il faut regarder également. Et dans ce qui a été signé, il y a très peu de partenariats entre des entreprises françaises et des entreprises gabonaises. Et donc, si ce partenariat continue à être déséquilibré, il est fort probable que les Gabonais, les populations, s'en sentiront frustrés et vont de plus en plus le dénoncer. Mais est-ce qu'il y a des entreprises gabonaises qui seraient intéressées par prendre des participations ou par collaborer avec des entreprises françaises en ayant en quelque sorte la majorité? Oui, mais bien sûr, lorsque j'étais aux responsabilités, nous avons reçu la Fédération des entreprises gabonaises, qui est un groupement d'entreprises, un peu comme le MEDEF est aujourd'hui en France, avec des banques, des assurances, des entreprises de BTP. Donc il y a des partenariats possibles. Mais si aujourd'hui, les entreprises françaises obtiennent des marchés au Gabon, c'est en réalité de la commande publique. Et lorsqu'on nous dit qu'il y a 1 milliard d'euros de marchés qui ont été signés, pour l'essentiel, c'est des MOU et c'est des marchés publics. Il n'y a pas eu là d'investissement français en tant que tel au Gabon, mais les entreprises françaises ont obtenu des marchés au Gabon. Ça veut dire que les relations avec l'AFD ne sont pas bonnes ou... Mais si, mais l'AFD prête de l'argent pour réaliser un certain nombre d'infrastructures au Gabon. Ils ont accompagné l'État gabonais dans le domaine de la construction des hôpitaux, des écoles, dans la réhabilitation des chemins de fer, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'il y a une personnalité au sein du gouvernement actuel, militaire ou civile ou technicienne, qui centralise justement ces questions de coopération entre la France et le Gabon? Vous savez... Ou c'est chaque ministère qui est un peu désordonné? Je regarde cela d'assez loin, mais il me semble que le ministère de l'économie au Gabon a toujours été celui qui centralisait quelque peu ses relations économiques avec différents partenariats, mais suivi de près au niveau du palais présidentiel. Cela a toujours été le cas au Gabon et c'est encore le cas aujourd'hui. Et en ce qui concerne la politique, on a remarqué que le général président gabonais a été reçu à l'Élysée. Donc, est-ce que ça veut dire que le gouvernement français a donné son imprimature à ce qui s'est passé au coup d'État? Je crois que c'est une lecture que chaque observateur peut être amené à faire, sur le temps plus qu'il y a une différenciation. Mais c'est vrai que le coup d'État au Gabon, tel qu'il a été fait, et tout le narratif qu'il y a derrière, est quelque peu différent de ce qui s'est fait dans d'autres pays où ça a été des coups d'État militaires avec derrière une remise en cause des relations avec la France. Ça n'a pas été le cas au Gabon. Mais pour autant, cette manière de procéder envoie de la France un double message et qui est mal reçu par les élites africaines. On a le sentiment qu'il y a des différences qui se font, mais ça, moi, en tant que Gabonais et en tant que patriote, j'estime que le Gabon ne gagne rien à être isolé, que c'est une bonne chose que le Gabon travaille à raffermir ses partenariats, mais l'enjeu pour moi, en tant que citoyen, en tant que gouvernant d'hier et en tant qu'observateur, c'est qu'il faut que ces partenariats soient rééquilibrés en faveur du Gabon. Des entreprises gabonaises, de la jeunesse gabonaise qui a besoin de plus de visas pour venir faire des études, mais également de Gabonais en France qui vont obtenir des opportunités d'emploi et d'affaires. Donc il faut organiser un partenariat plus équilibré et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a aussi une question importante qui se pose dans les relations franco-gabonaises. Est-ce que politiquement, au Gabon même, vous avez senti, depuis l'arrivée au pouvoir des militaires, une restriction du droit d'expression, du ton des journaux? Est-ce que les militaires surveillent le discours public? Il y a une volonté des militaires d'envoyer des signaux d'apaisement, des signaux de liberté.
Nous observons simplement que les dernières recommandations du dialogue qui a été organisé par le CTRI, malheureusement, amènent à une forme de restriction, non pas de la liberté d'expression, mais de la liberté d'opinion pour ce qui est des partis politiques, pour ce qui est d'un certain nombre d'élites politiques, où des recommandations sont faites pour empêcher des candidatures, soit sur la question de la notion de l'âge. Ceux qui ont 70 ans ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, c'est discriminatoire. Ceux qui sont mariés à une femme étrangère ou à un conjoint étranger ne peuvent pas compétir à l'élection présidentielle, c'est discriminatoire. Ceux qui ont un parent étranger ne peuvent pas être candidats, c'est discriminatoire. Les anciens dirigeants du PDG qui n'ont même pas fait l'objet d'un procès équitable avec une condamnation définitive ne peut pas être candidat pendant 3 ans, c'est discriminatoire. Et donc il y a là des dérives que nous contestons, que à titre personnel je conteste et que je condamne. Je pense que les militaires, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont, dans leur narratif, ils ont indiqué que le pays était mal gouverné, qu'il n'y avait pas de liberté et qu'il y avait des manipulations de la Constitution pour favoriser le maintien au pouvoir. Je constate simplement, et je le déplore, que dans le cas de ce dialogue, les mêmes méthodes sont employées pour manipuler la Constitution, les institutions, afin de maintenir au pouvoir. Je ne pense pas que le général Oligui ait besoin de cela. Je crois qu'il y a une partie des Gabonais aujourd'hui qui, d'une certaine manière, reconnaissent en lui celui qui a mis un terme à un système politique. Malheureusement, la manière de procéder aujourd'hui interroge, est-ce qu'il a mis un terme à un système pour le changer, pour le modifier ou pour le remplacer? Et il semble que malheureusement, telles que les choses sont faites, ce soit plutôt le remplacement que le changement, et je le déplore. Ou le perpétuer? Mais c'est par les faits que cela s'observe. C'est par les faits que cela s'observe. La rupture est nécessaire. J'ai été un haut dirigeant et j'ai été un collaborateur du président Ali Bongo. Je reconnais qu'il a fait des choses importantes pour le pays. Je reconnais aussi que le pays avait besoin qu'il y ait une vraie rupture, un vrai changement, qu'il a essayé de porter dans le domaine de l'économie, qui n'a pas été suffisamment porté sur la gouvernance. Et il faut améliorer la gouvernance, il faut améliorer la démocratie gabonaise. Et le chemin qui est pris aujourd'hui est un chemin qui va dans le sens opposé à cette volonté d'amélioration. Quels sont les rapports que vous avez avec le nouveau régime, sachant que vous n'êtes pas militaire? Ils n'ont pas mis en place un régime militaire à proprement parler, parce qu'ils ont fait appel à un certain nombre de compatriotes. De techniciens. De techniciens, aussi de politiques, d'anciens de l'opposition, d'anciens du PDG. Et de ce point de vue, il y a eu comme une volonté de rassemblement. Malheureusement, cette volonté de rassemblement s'est plus orientée vers ceux qui contestaient Ali Bongo, ou qu'Ali Bongo avait mis à l'écart, parfois pour des raisons objectives. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été mis à l'écart hier qu'aujourd'hui seront meilleurs que ce qu'ils ont fait hier. Et c'est un peu cela, vous voyez, lorsqu'on dit que les anciens dirigeants du PDG ne peuvent pas être candidats aux élections, mais qu'on a d'anciens dirigeants du PDG qui sont nommés à des fonctions importantes par le régime actuel, l'opinion s'y perd. On ne comprend pas la différence. Pour autant, pour répondre à votre question, nous avons des relations, je dis ce que je pense, et je le dis de manière franche et courtoise. Ils me disent aussi ce qu'ils pensent. Et puis voilà, nous ne sommes pas dans une collaboration, mais nous sommes des compatriotes. Lorsque les choses sont bien faites, je dis que c'est bien fait. J'ai par exemple dit que c'est une bonne chose qu'il soit venu en France. Il ne faut pas que le Gabon soit isolé. Mais c'est une mauvaise chose que cette visite soit apparue comme une volonté, une quête d'adoubement, une volonté de légitimation, et qu'on n'en ait pas profité pour rééquilibrer la relation avec la France. Et quelles sont les relations du gouvernement actuel avec l'opposition ? Parce qu'il y a une opposition. Je ne sais pas s'il y a encore une opposition. L'opposition qui a existé sous Ali Bongo ou contre Ali Bongo a pour l'essentiel rallié les nouvelles autorités. Elle a tellement rallié les nouvelles autorités qu'elle en a oublié les revendications essentielles qu'elle portait hier, ce qui est bien dommage, sur la loi électorale, sur la Constitution, sur les institutions. Par exemple, l'opposition contestait fortement la Cour constitutionnelle et ses prérogatives. Le dialogue qui a été organisé n'a rien dit sur la Cour constitutionnelle. Et l'opposition n'a pas contesté non plus. L'opposition contestait la forte présence du cabinet du président dans la gestion des affaires de l'État. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et l'opposition s'en accommode. Et donc on a le sentiment, à la lecture aujourd'hui des faits,
que c'est une opposition qui était plus sur Ali Bongo et la personne d'Ali Bongo qu'en réalité sur la gouvernance, puisque la même gouvernance est en place et l'opposition s'en accommode. Est-ce que vous accepteriez de collaborer avec ce nouveau régime? C'est-à-dire si on vous proposait un poste au gouvernement ou de diriger le gouvernement, est-ce que ça vous intéresserait? Je peux vous dire très franchement, et les nouvelles autorités le savent, des propositions m'ont été faites, j'ai décliné. Parce qu'il faut d'abord s'accorder sur ce que nous avons à faire ensemble. Je ne suis pas preneur d'un poste pour un poste. Je suis prêt à discuter des orientations pour le pays. Et si nous tombons d'accord sur les orientations, les Gabonais jugeront de ce qu'il y a à faire. Et alors, si vous deviez faire une liste des buts prioritaires, des travaux prioritaires à commencer au Gabon aujourd'hui, est-ce qu'on peut tout réformer en même temps ou est-ce qu'il faut procéder par étapes? Quelle est l'urgence? C'est pour cela que, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à le penser, la transition ne peut pas tout organiser. Elle ne peut pas tout faire, et elle n'a pas vocation à tout faire. Et les nouvelles autorités se trompent en essayant de réformer le pays dans un domaine aussi, dans un laps de temps aussi court. Le temps de la transition aurait dû être consacré à adopter une nouvelle constitution, à adopter une nouvelle loi électorale et à aller aux élections. Et c'est le gouvernement issu des élections qui va ensuite porter les réformes nécessaires pour le pays. Si on se lance aujourd'hui dans les grands travaux d'infrastructure, dans une période très courte, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'expertise nécessaire pour le faire. Mais je comprends également que, compte tenu des nombreux retards qu'il y a eu et de la volonté de nouvelles autorités à imprimer la mémoire collective en vue d'une future élection, on lance des travaux tous azimuts sans en avoir les moyens. Parce qu'encore une fois, l'endettement du pays est très élevé. Ce n'est pas du seul fait des nouvelles autorités. Dans le processus, cet endettement a commencé il y a des dizaines d'années. Cela ne s'est pas amélioré. Nous avions réussi à ramener le taux d'endettement du Gabon à 56% du PIB, tel que l'indique la CEMA, qui met une barre à 70%. On avait réussi à faire baisser cela. C'est reparti à la hausse et ça va continuer à augmenter parce que le gouvernement a adopté un budget de 4 500 milliards de francs CFA et en ressources propres, il n'y a que 1 700 milliards de francs CFA. Il va bien falloir compléter le reste par des emprunts. Donc, une des solutions dont vous parlez, ou la solution, c'est les élections. Vont-elles avoir lieu? La solution, en réalité, ce n'est pas de chercher à réformer l'État en 18 mois. Oui. La solution, c'est adopter une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, aller aux élections. Et celui qui sort des élections, qui est vainqueur, va ensuite maintenant imprimer les réformes indispensables pour le pays. Et tout le monde pourra se présenter aux élections, il n'y aura pas d'interdit comme actuellement. Il faut espérer qu'il n'y a pas d'interdit, parce que les interdits enverraient un très mauvais message. Il faut laisser à chaque citoyen qui souhaite se présenter le droit, la liberté de le faire, et celui qui gagnera les élections, si le général Oligui est candidat, sera d'autant plus légitime que la compétition aurait été ouverte. Mais si c'est fermé, il y aura toujours un problème de légitimité, et ce serait dommage pour lui-même s'il est candidat et s'il gagne cette élection. Alors 2 mots pour terminer, Monsieur le Premier ministre. Quelles sont les nouvelles de la santé du président Ali Bongo? J'ai eu l'occasion de voir le président Ali Bongo au mois de mars. Je n'étais pas seul. Nous étions ensemble d'anciens dirigeants du PDG. Il semblait aller bien, mais de ce que j'ai appris récemment, sa santé se serait dégradée du fait notamment qu'il n'a plus accès à ses médecins spécialisés, du fait aussi que la situation de son épouse et de son fils le préoccupe énormément. Dans la situation qui est la sienne, si il est en plus préoccupé par la situation judiciaire de son épouse et de son fils, on peut comprendre que la santé... Qui sont en prison. Qui sont en prison, oui. Ils sont en prison sur un motif particulier ou c'est le début d'un processus judiciaire? De ceux que... Ils sont inculpés? De ce qui a été dit publiquement, ils ont été inculpés d'un certain nombre de griefs, mais je ne peux pas m'étaler dessus parce que je n'ai pas accès au dossier. Mais il y a des choses qui leur sont reprochées. J'espère qu'il y aura un procès équitable qui permettra de connaître la vérité. Et moi, ce que je souhaite simplement, c'est qu'au-delà de la question des procès sur certaines personnalités, que notre pays se donne les moyens d'investiguer sur la manière dont notre pays a été géré depuis 1990, quelles sont les erreurs qui ont été commises, comment a-t-on accumulé une telle dette alors qu'en face, nous n'avons pas les réalisations nécessaires, que s'est-il produit? Cela est indispensable. Quelle est la chaîne de la collecte
de la ressource publique, quelle est la chaîne de la dépense de la ressource publique, quelles sont les responsabilités à établir. Si ce diagnostic n'est pas fait, malheureusement, les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, nous arriverons dans quelques années à faire le même constat d'échec. Et ce serait dommage pour le pays. Nous en reparlerons lors de votre prochaine visite à Paris. Espérons. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté l'invitation de Télésud. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.